Ok, nous avons déjà plus de 100 participants, donc nous allons commencer dans quelques secondes, une fois que le stream sera prêt. Ok, nous allons commencer, car nous avons atteint une masse critique de participants déjà. Alors, bonjour à tout le monde, bon après-midi ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous vous connectez. Bienvenue au webinaire The Land We Need, Rights Restoration and Collective Actions Towards UNCCD COP17. La Terre dont nous avons besoin, droit, restauration et action collective en vue de la COP17. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai une apparence un peu étrange, c'est parce que j'ai eu un moment technique un petit peu difficile et je modère maintenant sur mon téléphone portable. Donc, mes excuses et j'espère que ça n'affectera pas la qualité du webinaire. Je m'appelle Tine, je suis journaliste spécialisé dans les systèmes alimentaires et le changement climatique et je suis ravi d'animer la séance d'aujourd'hui. Alors, je vais brièvement parler des règles de housekeeping un petit peu. Donc, le webinaire se déroule en anglais, mais nous proposons aussi des traductions en espagnol, français et portugais. Pour accéder aux traductions, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant un globe en bas de votre fenêtre Zoom, puis de sélectionner la langue de votre choix. Parfois, vous verrez aussi un petit... Voilà, vous pouvez cliquer sur l'icône comme je viens de le dire et sélectionner la langue. Le webinaire durera 90 minutes. Et nous avons prévu un peu de temps, une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte et pas dans la boîte de discussion, hein, c'est dans la boîte questions-réponses. Nous vous encourageons à utiliser la boîte du chat pour parler un peu de vous-même, de votre organisation et d'où vous nous rejoignez. Dernièrement, nous allons enregistrer la séance d'aujourd'hui et nous partagerons le lien avec vous plus tard. Maintenant que nous avons parlé de ça, nous allons passer au sujet du jour. Le foncier est devenu une partie importante de l'action environnementale. Nous voyons une vague d'initiatives basées sur les terres pour adresser la dégradation des terres, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique. Nous voyons ces initiatives gagner de l'énergie à travers le monde, comme le reboisement, le plantement d'arbres. Et donc, avec cet intérêt, on a beaucoup de pression maintenant et donc sur les exigences sur la terre, les demandes sur la terre. Et cette terre est déjà souvent occupée par des gens qui en dépendent pour leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire. Une chose est sûre, c'est que cette tendance globale montre qu'il n'a jamais été plus important de trouver des façons équitables de gérer la terre. Et ce n'est pas juste la façon dont la terre est utilisée, mais c'est aussi qui a le droit à au foncier et qui peut décider comment la terre est utilisée. Donc, si nous voulons que les actions basées sur la terre fonctionnent, nous devons garantir que la tenure foncière soit une voie pour garantir les objectifs environnementaux. Comment est-ce que nous garantissons ça? De restaurer les terres dégradées et renforcer les droits fonciers. La gestion foncière va main dans la main avec l'équité, la gouvernance équitable. Donc, c'est la Convention des Nations Unies contre la désertification est le seul accord juridique contraignant qui combine la gestion foncière avec la protection de l'environnement. Et donc, les LDN, à travers les LDN, l'UNCCD a développé trois décisions clés qui intègrent les considérations relatives au régime foncier. Et donc, nous voulons, avec ce webinaire, regarder notre passé et regarder à l'avenir pour une vision de notre futur. D'abord, nous allons avoir un discours d'ouverture du ministère sur la coopération économique et du développement allemand, le BMZ. Et ensuite, nous allons explorer les conclusions clés des recherches et du travail de terrain pour la surveillance de la mise en œuvre des décisions de la CLD. Nous allons montrer comment la sécurité foncière assure les objectifs de la LDN. Et nous allons avoir une discussion de panel pour parler de ces conclusions, pour pouvoir utiliser les opportunités de plaidoyer conjoint avant la COP17. Nous avons un temps aussi pour le Q&A, pour les questions-réponses à la fin de la session, et nous allons avoir des commentaires de clôture pour terminer. Donc, je vais passer la parole à Kerstin
Enki du BMZ, du ministère allemand. Kerstin, à vous. Merci, Tine. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Premièrement, j'aimerais remercier le LAN Portal pour ce webinaire, sur cette problématique aussi clé. Alors, comme a été mentionné dans les remarques d'ouverture, les droits fonciers sont omniprésents, donc il est important que nous discutions de cela pour les accords, comment ces accords se traduisent dans la réalité des accords, des vies des personnes sur le terrain. De quelles terres parlons-nous et sur les terres où il y a eu des, quels sont les effets sur les personnes qui dépendent de ces terres. Donc, le CLD est un meneur sur sur les problématiques de dynamique foncière depuis 2019. Nous avons des experts aujourd'hui qui ont de l'expérience sur ce processus au CLD depuis le début. Je vais dire quelques mots d'une perspective allemande. J'aimerais reconnaître le rôle de la société civile pour amener ces problématiques à l'avant. Ensuite, une fois que ces sociétés civiles ont levé cette problématique, dans beaucoup des décisions sur la COP13, ces problématiques sont mentionnées. L'interface a été commissionnée pour préparer un rapport pour un environnement pour la dégradation foncière, la neutralité sur la dégradation foncière qui est fondamentale pour ces objectifs. L'Allemagne, à travers l'Union européenne et ses membres et ses États membres, ont placé la sécurité foncière comme une problématique centrale en 2019 pour que les parties puissent, pour la première fois, négocier une décision sur la sécurité foncière. Et nous avons fait cela car nous sommes convaincus car la gouvernance foncière et la neutralité de de la dégradation des terres, et il n'y aura pas de progrès sur la lutte contre la désertification sans s'attaquer à ces problématiques. Donc, l'Allemagne a pris l'avant pour négocier ces sujets au nom de l'Union européenne et de ses membres, de ses États membres. À la COP13, il y avait eu des négociations étaient tendues. Certains partis ont questionné si c'était le bon forum pour parler de ces sujets et beaucoup ont mis en avant la nature volontaire du YGGT. Mais il y a eu la conclusion que les partis devraient suivre ces recommandations et les activités pour atteindre les objectifs de la LDN. Ça a été reconnu comme une décision pour la Convention et donc la UNCCD est le seul accord contraignant qui adresse le régime foncier. La COP 16, 15 et 16 ont vu plus de développement sur ces décisions, comme les processus clés comme le développement d'un guide technique FAO sur l'intégration sur l'implémentation de la Convention et une initiative conjointe qui soutient des pays pour avoir des dialogues multi-parties prenantes dans ce contexte. Nous croyons aussi que plusieurs éléments les décisions COP16 ont le potentiel de donner plus de poids à cette problématique importante, comme la nomination du point focal pour la teneur foncière ou les mécanismes de litige. À part les négociations officielles, l'Allemagne soutiendra la protection des sols et la sécurité foncière dans beaucoup de nos pays partenaires. Par exemple, avec notre projet global de politique, nous avons contribué pour sécuriser les droits fonciers pour presque 600 000 foyers. 60% de ces... Pour que les droits fonciers soient une réalité pour les femmes à travers le monde, nous soutenons la campagne Stand for Her. Nous avons soutenu aussi les décisions sur la
tenures foncières qui ont été faites par TMD Research. Et les conclusions montrent que ces décisions sont importantes car les moyens de subsistance des gens sont affectés. C'est une opportunité pour partager nos perspectives aujourd'hui et partager et apprendre sur les conclusions et discuter d'une façon d'aller de l'avant. Merci. Merci, Kerstin, d'avoir parlé un petit peu du contexte et d'expliquer en détail pourquoi nous avons cette discussion aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la prochaine partie du séminaire et nous allons explorer comment la tenue foncière, la sécurité foncière soutient les objectifs LDN. Nous avons aussi deux experts qui vont partager leurs perspectives et leurs évidences pour nous rappeler que la tenue foncière est une aide principale pour avoir la neutralité de la tenure foncière. TMG plaidoie pour les droits fonciers au niveau national, locaux et international. J'aimerais inviter Wadje Kuzungu, qui est le manager de pays à TMG, pour expliquer leurs conclusions principales de 4 ans de surveillance sur les décisions de l'UNCCD. Oui, merci à tous. Merci pour la présentation et merci au public qui nous ont rejoints cet après-midi. Je vais parler un peu des résultats de TMG de 4 ans où nous avons surveillé les décisions sur le régime foncier de l'UNCCD et je vais aussi parler de l'expérience de TMG dans cet espace et sur sur comment prioriser les décisions dans le cadre du CLD. Je vais juste commencer avec une citation que j'ai vue sur Internet qui dit que les politiques ne réussissent pas juste sur leur mérite seul, mais leur progrès dépend de la mise en œuvre. Et donc, je vais connecter cela à ce que Kirstine a déjà mentionné. Jusqu'à présent, nous avons la politique globale qui a été adoptée à la COP 15 et les décisions qui ont suivi ça. Et pour donc le connecter à cette citation, la vraie valeur de cette décision politique donc là, sur le régime foncier, et si les gouvernements vont vraiment prendre des considérations foncières pour mettre en œuvre des activités pour atteindre l'objectif de la CLD au niveau national. Donc après cette première étape d'avoir adopté les politiques globales, la prochaine étape serait d'aligner les politiques nationales, les plans, les cadres pour être sûr que nous avons un impact au niveau global. Parce que si voilà, si nous n'intégrons pas ça au niveau local, on n'aura pas l'impact que nous voulons. Donc sur la base de ce contexte, TMG a fait de la recherche dans 6 pays pour évaluer si les cadres nationaux pour atteindre les objectifs du CLD inclut ces considérations pour le régime foncier et jusqu'à quel niveau. Nous avons fait ça au Bénin, au Kenya, au Malawi, qui a été financé par le ministère BMZ allemand. Et à Ouganda, ça a été financé par la fondation Robert Bosch. Je vais un petit peu parler de la méthodologie que nous avons appliquée sur ces 6 pays en 3 étapes. La première étape, c'était d'analyser les plans nationaux et les cadres qui guident toutes les actions des pays pour atteindre les objectifs de la Convention. Et nous avons aussi analysé les lois qui gouvernent les droits fonciers dans les zones qui sont ciblées pour ces actions. Dans la deuxième étape, en collaboration avec les points focaux du CLD, nous avons identifié les zones clés où nous avons fait des sondages pour déterminer la légitimité des droits fonciers. Et nous avons complémenté ça avec une cartographie de la communauté, du foncier de la communauté. Et nous avons aussi évalué les résultats des 2 premiers processus et établi des messages clés pour implémenter la convention au niveau national. Donc, je vais parler un petit peu des résultats de notre recherche, mais je vais aussi parler de l'expérience TMG. Donc, je vais pas lister tous les résultats, mais j'espère que ce que je vais mentionner va vous intéresser pour aller sur notre site internet et en savoir plus. Premièrement, nous avons vu la CDD, les défis auxquels nous faisons face au niveau des communautés. Comme cela a été mentionné par ailleurs, nous parlons ici des droits légitimes par rapport au régime foncier et également la terminologie que l'on emploie.
pour transformer, pour réaliser les transformations au niveau local. Il est question, il convient d'interpréter ce cadre, mais nous sommes également limités par ce même cadre. Bien souvent, quand on s'intéresse au niveau national, on se rend compte que le ministère, qui est la tutelle de la Convention, qui normalement est celui de l'environnement, ne dispose pas de l'expérience nécessaire et ne comprend pas ou ne prend pas la mesure des implications du rôle qu'il doit jouer au niveau national et au niveau international. D'autres résultats sont la reconnaissance des droits des communautés dans les pays. Bon, c'est un problème en soi, mais nous sommes en train d'essayer de mettre sur pied des droits fonciers qui tiennent compte de tous des droits des différentes catégories de personnes. Cela va nous permettre de conduire les activités du MNDT. Notre focus est de s'intéresser au niveau national. Et cela se base sur les informations qui découlent des débats politiques. À présent, je vais partager un graphique qui résume succinctement le contexte dans lequel nous évoluons. Comme je l'ai dit, en termes d'approche, Euh, nous procédons par une cartographie participative et nous allons nous intéresser plus précisément aux différentes composantes. Nous avons le dialogue inclusif que nous avons conduit en 2023. Nous avons les organisations de différents pays. Et l'idée est de mettre en œuvre de manière conjointe des activités. Je peux tirer ici un exemple du Bénin. euh, et nous avons initié une alliance dans ce pays. Et l'idée est de s'assurer que les plans que nous mettrons en œuvre ou que nous mettons en œuvre pour atteindre la neutralité de la Terre portent effectivement leurs fruits. Et finalement, le soutien et le conseil que nous apportons aux différentes communautés. Donc, la position que le pays du point focal adopte est importante. Je vais à présent partager certains exemples et je vais utiliser certains des exemples que j'ai déjà utilisés pour parler des points focaux. Lorsque la recherche que nous avons conduite au Kenya, au Bénin et à Madagascar, l'une des images que j'ai mentionnées, c'était la limite, les expertises techniques limitées. C'est quand on a fait nos présentations au Kenya et à Madagascar, les deux points focaux se sont accordés sur le fait que c'est un problème majeur qu'il convient de résoudre et nous nous sommes basés sur ça pour documenter notre position à la COP 16. Certains pays proposaient qu'il conviendrait de de nommer un point focal au niveau du ministère. Et je suis très heureux de vous annoncer que cela a été adopté à la COP 16 et ça nous permet d'évoluer au niveau de la convention de l'UNCCD. En termes d'impact, je voudrais également ici mentionner que nous avons utilisé notre recherche pour informer les différentes parties sur les régimes fonciers en vigueur. Nous avons pris part à un panel et à la COP 16, nous avons présenté le CSO, qui était en réalité un résultat découlant de l'atelier d'échange régional que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous avons également les résultats, utilisé autant pour moi les résultats pour documenter les processus en cours dans nos pays. Donc, comme je l'ai dit, on a deux processus en cours, un sur la neutralité de la Terre qui est, qui est un processus national et au Kenya et au Bénin, ou au Kenya et à Madagascar plutôt, nous accompagnons ce processus
Et au Kenya, nous, a- nous accompagné le processus de dialogue sur la neutralité euh, foncière. Donc, ce que je veux préciser ici, c'est que nous sommes dans la continuité de ce processus et l'idée pour nous est de réunir les acteurs pour nous assurer que nous continuons à prendre en compte les questions foncières dans les pays où l'UNCCD est mise en œuvre. Donc, ce qui a été mentionné au début et qui est l'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que nous avons mis en place une feuille de route pour le plaidoyer que nous allons conduire à la prochaine COP. Je vais laisser ma collègue Frédérica vous parler plus en détail de ce sujet. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais simplement répéter quelque chose que tu as dit au début de ta présentation. Les politiques et les réglementations sont vraiment bien. Elles sont la preuve de des intentions que nous avons, mais il est important de s'assurer de la manière dont elles sont mises en œuvre. Donc, c'est vraiment important de faire le suivi de cette mise en œuvre. À présent, nous allons passer à, Dr. Lucie Nganga, qui va nous parler, qui va aborder les sujets qui lui ont été attribués. Et nous allons voir dans quelle mesure on peut faire avancer les questions de régime foncier. Mais Lucie, vous avez la parole. Est-ce que Lucie nous entend? Je pense que votre micro est toujours éteint. Lucie, votre micro est toujours éteint. Peut-être que vous faites face à des problèmes de connexion. Visiblement, non. Est-ce que les organisateurs ont la capacité d'ouvrir le micro de Lucie? Nous vous entendons. OK. Je pense que il n'est pas la seule personne qui a eu un problème avec son micro. Je suis désolée de cela. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de m'avoir conviée. Nous nous intéressons ici au cas du Kenya. Je viens de prendre ma retraite. Je travaillais pour le gouvernement et j'étais le point focal national pour la CCD. Euh, le rôle du point focal est le suivant. Le gouvernement désigne un point focal qui va se charger des questions environnementales en rapport avec le régime foncier. Et le point focal national, alors pour le cas du Kenya, il s'agit d'un secrétariat et généralement, généralement, le point focal s'assure que la mise en œuvre des décisions de la convention se fait correctement et que la convention est dont les autorités compétentes s'approprient la convention, autant pour moi, de manière appropriée. Euh, donc, et le point focal s'assure également que cela est fait dans les temps. Euh, ensuite,
On a un responsable de la communication au niveau du pays qui assure donc la communication au niveau des parties prenantes et qui s'assure que les articles que nous préparons, comme par exemple ceux qui concernent la COP, sont publiés. Euh, Plus important encore, il coordonne les activités des parties prenantes dans le cadre notamment de rencontres de haut niveau comme celle de la COP. Cela est une révolution nationale et parce qu'on s'assure que les décisions finales sont effectivement mises en œuvre et cela est monitoré. Alors, pour ce qui est de la neutralité foncière, le Kenya a adopté une approche assez intéressante. Nous avons créé une plateforme de parties prenantes qui est une plateforme cruciale et cela comprend autant pour moi l'État et les acteurs. Euh, Nous avons emprunté cette idée à un autre pays et nous avons organisé un forum des parties prenantes qui est très actif et ça nous permet de mesurer le degré de mise en œuvre de la convention et les différentes parties prenantes sont capables d'argumenter sur comme je le disais, le niveau de mise en œuvre de cette convention. Donc, cette plateforme est vraiment, comme je le disais, cruciale dans la mesure où au Kenya, le dialogue national s'est intéressé à la manière de mettre en œuvre, oui, de la manière de mettre en œuvre des décisions qui fassent avancer la question du régime foncier au Kenya. Le Kenya a adopté une, euh, une résolution qui a été empruntée à d'autres conventions. Nous avons aussi en train de mettre en place un mécanisme de forum, parce que c'est là où les buts et les cibles environnementales sont atteintes. Dernièrement, je voudrais dire que Kenya travaille sur, excusez-moi, on n'entend pas bien. Donc, dans le secteur foncier, joue un rôle clé su- sur ce sujet. Euh, on essaye que le genre soit actif là-dedans, parce que quand on parle des droits fonciers, on sait que les droits des femmes est une priorité. Et ça, c'est pour s'assurer que les problématiques foncières sont adressées de façon compréhensive. Merci. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir parlé, même avec toutes ces problématiques techniques. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir partagé votre expérience sur le terrain. Maintenant, on va parler aux discussions des panels. Je vais juste réitérer
que nous allons avoir une séance de questions-réponses après la discussion des panels. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte des questions-réponses et pas la boîte des chats. Alors, nous avons déjà regardé ce qui s'est passé au travers des yeux des personnes qui sont impliquées sur ce processus depuis de nombreuses années. Maintenant, nous allons parler un peu plus du présent et de quelles sont les prochaines étapes à l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons faire avant la COP17? Et donc, nous avons trois experts qui vont nous fournir des différentes perspectives qui sont complémentaires. Je vais les présenter alphabétiquement dans l'intérêt de l'équité. Donc, nous avons Beth Robert, directrice du Landesa Center for Women's Rights et droits des femmes. Elle a beaucoup d'expérience dans l'intersection entre les problématiques du genre et les ressources nationales. Nous avons aussi Laura Rameyer, qui est chef de projet senior sur le changement climatique à Robert Geoff Bosch Stiftung. Va nous parler de la perspective des financeurs avec une concentration sur la mise en œuvre des décisions sur le régime foncier de l'UNCCD. Et dernièrement, nous avons Mali Ole Kaunga, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, directeur d'Impact Kenya, qui nous donnera la perspective cruciale des organisations de société civile et de la base. Donc, j'ai deux séries de questions avant d'ouvrir le webinaire aux questions-réponses. Mali, est-ce que je peux ensuite commencer par vous? Donc, j'ai une question en deux parties. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les décisions relatives au régime foncier sont importantes pour les communautés locales comme les vôtres? Et donc, ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, quels sont les défis liés à la mise en œuvre de ces décisions? Car comme il a été dit avant, nous avons des bonnes politiques, mais si ces politiques ont un succès ou non dépend vraiment de la mise en œuvre de ces politiques et de leur application. Donc, ce serait bien d'entendre vos perspectives de pourquoi c'est important et quels sont les défis. Merci. Oui, alors c'est un honneur pour être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, depuis là où ma perspective à moi et mon travail en tant qu'organisateur communautaire dans les 30 dernières années et en travaillant avec les organisations de société civile, ces décisions sont très importantes car la terre et le foncier, c'est de l'alimentation. C'est la source de notre alimentation. Et nous sommes connectés à la terre de cette façon pratique. Donc, c'est très important pour les communautés rurales et aussi nous perdons de la terre. Il y a beaucoup de façons à travers le développement dans lesquelles les communautés perdent le contrôle et l'accès à leur terre. C'est très important. Et certaines de ces choses sont accélérées à cause des lois parfois nationales ou des procédures. Par exemple, si on parle de la transition juste, on a besoin de la terre. Et donc, il y a des grandes parties de terre per- qui sont qui partent sans consultation. Et donc, il y a aussi des mécanisations très faibles de consultation. Au Kenya, il y a beaucoup de litiges et il y a des cas qui arrivent où la terre est accaparée à cause des accusations et des accords négociés. Donc, c'est très important. Ces décisions sur la terre sont très importantes car ça rappelle au gouvernement que c'est important de s'assurer que la sécurité foncière est imbriquée dans les lois nationales et aussi dans les lois qui facilitent et avancent ces problématiques en lien avec la restauration. L'autre problématique, si vous regardez dans les zones où il y a des éleveurs nomadiques, il y a la question de la sécheresse et l'habilité de ces communautés de travailler, de vivre au sein de leur terre et de restaurer des écosystèmes. C'est vraiment très important pour l'Afrique parce que c'est là où nous cultivons notre alimentation. Et il y a beaucoup de conflits qui sont en lien avec comment nous utilisons la terre. Les défis sont qu'au Kenya, déjà, nous avons une loi de 2016 sur la terre, le foncier, et, et il n'y a que 12% de ces terres qui ont été titularisées.
Et donc, nous avons la loi et la politique nationale sur le foncier, mais le défi, c'est de enregistrer ces terres dans les mains des ONG et des organisations de société civile. Il y a vraiment très peu de soutien du gouvernement pour s'assurer que ces terres sont sécures. Ça, c'est un des défis. Il y a tellement de cas, de couches de lois que les communautés doivent gérer. C'est vraiment une bataille pour enregistrer vos terres communautaires. Vous devez vous assurer que ces terres passent aux assemblées du conseil dans ce système d'utilisation de terres. Et l'autre défi, c'est reconnaître les terres communautaires, les sécuriser. Les institutions coutumières qui gèrent ces terres ne sont pas reconnues parfois. Il faut reconnaître la tenure coutumière. Donc nous avons encore cette perception que les terres des éleveurs sont des terres vierges. Ça, c'est un autre défi. C'est un autre défi des premières lignes. C'est voilà, la compétition par rapport aux terres. Donc, à l'avenir, en tant que communauté, ce que nous voyons et ce que nous cherchons, et comment cela peut être, comment est-ce que la mise en œuvre peut être efficace de ces politiques au niveau communautaire et pour implémenter la restauration et pour gouverner sa propre terre, ça, c'est un des défis. Car nous sommes vraiment dépendants des ressources externes, par exemple, nous, avec les partenaires comme le TMG, qui sont ceux qui s'assurent que les communautés puissent avoir accès à ces terres qui en dépendent. Merci beaucoup, Mali. C'est vraiment très apprécié. Et une chose que vous avez dit au début sur la transition juste, je pense que c'est très important de se souvenir que nous parlons de la transition juste quand on parle du secteur énergétique, par exemple. Mais quand on parle d'autres aspects de l'action environnementale, le foncier, par exemple, je pense que c'est aussi très important de se rappeler cela. Beth, est-ce que je peux pas vous passer la parole maintenant? Vous avez eu beaucoup d'expérience dans les COP précédentes. Comment est-ce que vous regardez les négociations du passé et les décisions qui ont été prises à la COP 16? Merci beaucoup, Tian. Et merci à Alain Portel et à TMG pour organiser ce webinaire. Je suis très ravi de pouvoir vous rejoindre tous aujourd'hui. Moi, je vais commencer en disant ce que le but de l'UNDESA est en termes de notre engagement dans les COP et parler de la progression entre COP 15 et COP 16 et ce que nous avons vu avec ce nouveau mouvement à la COP 16. Donc, je suis vraiment privilégié d'être le lead global à l'UNDESA pour la Stand for Land, la campagne Stand for Her, qui est soutenue par BMZ. Et nous travaillons, que vous avez entendu parler les intervenants précédents, c'est de la base jusqu'au niveau global pour la mise en œuvre tous les niveaux et pour faire reconnaître les droits pour ceux qui sont les plus impactés par les effets de la dégradation des terres et qui sont aussi les mieux placés pour gérer ces problématiques. Et ça, c'est plus focalisé au niveau local, donc les communautés autochtones et les communautés locales. Et donc, Stand for Land, où nous avons travaillé pour parler du niveau global, pour intégrer le régime foncier avec bien d'autres dans ces cadres. Et ensuite, on a travaillé au niveau national, la mise en œuvre nationale, en collaboration et partenariat avec d'autres, pour assurer que les représentants locaux sont présents à tous ces niveaux et que leur leadership est reconnu et centré et ressourcé. Et donc, nous sommes ravis de voir le développement dans les trois dernières COP des décisions foncières. Et je voudrais juste parler d'une décision à la COP 14 où nous avons reconnu, même si c'était assez controversial que cette mesure passe, ça a été une réflexion forte des reconnaissances des gouvernements au dépit des technicalités du régime foncier, que c'est vraiment une décision cruciale pour atteindre la neutralité en termes de dégradation de terre et par rapport à la sécurité alimentaire et l'équité en termes de genre et les développements, les objectifs de développement durable. Donc nous étions vraiment contents que cette décision soit passée et de voir à la COP 14 que le caucus en question de genre a été formé. C'est un centre crucial pour la société civile et le gouvernement pour plaidoyer pour l'intégration du genre
et l'intersectionnalité dans la mise en œuvre des initiatives du foncier et du LDN, et de voir du coup au développement à la COP 15 en réponse aux appels des gouvernements à la COP 14 pour le soutien, pour des outils, pour des ressources, pour du conseil. On a déjà eu le guide BGGT qui intègre le régime foncier et les LDN, qui donne au gouvernement une voie claire de comment ils peuvent créer cette fondation cruciale pour la neutralité en termes de dégradation des terres, pour que ce soit opérationnel. Nous avons vu des conseils qui ont été produits sur la prise de conscience, sur l'intersection entre les communautés locales et les peuples autochtones, les jeunes et les femmes, pour pouvoir plaidoyer directement pour leurs droits avec les gouvernements au niveau national dans les espaces globaux, y compris au CLD, et l'importance que les gouvernements comprennent les nécessités de s'engager de façon inclusive au niveau de la base pour intégrer leur plan national et leur politique nationale pour ceux qui doivent travailler et vivre sur les terres. Et nous sommes aussi très ravis à la COP 16 d'avoir vu toute cette initiative qui a été construite. Nous avons vu des engagements à la COP 14 et à la COP 15 pour le régime foncier et une continuation, une réaffirmation de ces engagements à la fois au régime foncier lui-même et aussi aux engagements des gouvernements pour mettre en œuvre ces décisions et ces engagements précédents à travers l'intégration des engagements foncier à travers les plans LDN et les cibles et les objectifs, les consultations nationales. Nous avons entendu parler des consultations nationales au Kenya. L'ANDESA fait partie de cette consultation et nous avons vu des demandes croissantes de pays pour comprendre avec plus de profondeur cette intersection entre le régime foncier et la gouvernance et les objectifs LDN. Et nous avons vu ça réaffirmé à la COP 16 dans les décisions. Nous avons vu l'édition de l'appel pour des niveaux focaux nationaux sur le et nous avons vu un lien entre les décisions sur le régime foncière et les questions de genre. Donc, c'était une réaffirmation que pour que la gouvernance foncière doit être inclusive et bien soutenue de façon technique et bien ressourcée, que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs de la CLD. Et finalement, nous avons vu aussi des appels clairs du secrétariat avec le soutien de la société civile pour le ressourcement de la gouvernance foncière, pour augmenter l'ascension des financeurs sur la nécessité de renforcer la sécurité foncière et pour le partenariat avec le secteur privé à travers l'agenda RIAD et le business case qui est produit par le CLD pour voir comment est-ce que nous pouvons surmonter ces défis. Nous avons écouté plusieurs perspectives que les gouvernements sont un petit peu ont trop travaillé sur ce sujet et donc il faut que ces gouvernements puissent mettre en œuvre la gouvernance foncière. Nous devons regarder où est-ce qu'il faut que nous collaborions pour nous assurer que ces efforts soient inclusifs et soient efficaces. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup à vous. OK, merci beaucoup, Beth, pour ce petit tour rapide que vous nous avez fait des décisions clés qui ont été prises dans les dernières COP. Je pense que parfois, nous nous frustrons en regardant depuis l'extérieur de pourquoi les décisions prennent tant de temps, mais je pense que ton explication était vraiment utile pour comprendre les changements incrémentaux, euh, même au vu on pense que parfois les décisions ne sont pas aussi importantes, mais en fait, si elles sont vraiment, c'est vraiment des pas vraiment importants pour l'avenir. Certains d'entre vous savent peut-être que la CLD a déjà un contexte assez dynamique avec des organisations de société civile qui sont engagées sur ces sujets. Et Laura, je veux passer la parole à vous bientôt parce que votre organisation est engagée sur ce processus depuis la COP 15 et ce serait bien si vous pourriez... Excusez-moi, le son est mauvais. Merci, Tian. Oui, le son était un peu mauvais à la fin, j'ai pas tout compris, mais donc je vais peut-être répéter la question que vous avez posée, qui était que qu'est-ce que vous avez observé comme défis, opportunités pour renforcer les organisations société civile, l'engagement sur le régime foncier spécifiquement pour la CLD? Oui, je suis content de pouvoir répondre à cette question. Et comme vous l'avez mentionné, il y a vraiment un écosystème assez divers
de la société civile sur cette convention et beaucoup de personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui le savent peut-être déjà au vu de l'engagement critique de la société civile pour les processus internationaux et les négociations comme la CLD. Dr Lucie a été témoin de ça dans ses euh, commentaires tout à l'heure. À la CLD, c'est la seule convention avec un panel CSO institutionnalisé qui facilite la coordination et donc ça donne du crédit à l'importance de l'engagement de la société civile. Je pense qu'en termes de défis, il y en a deux que je voudrais souligner. Le premier, c'est la complexité de ce processus multiniveau et aussi des autres conventions. Et donc, cela veut dire que s'engager de façon significative dans les processus demande beaucoup de connexion, de ressources financières et de compréhension de comment les processus au niveau global, national fonctionnent. Et malheureusement, ce n'est pas conductif à l'inclusivité, à la représentation. Et donc, c'est un défi auquel nous faisons face en tant que fondation et nous demandons de soutien là-dessus. Et nous trouvons que c'est vraiment un aspect critique et nous aimerions soutenir. La, la deuxième chose, Deuxièmement, l'idée, c'est de voir comment créer une série de narratives qui soient progressistes et qui puissent nous permettre de mesurer les effets qui se feront sentir sur les cibles. Pour ce qui est des droits fonciers et d'autres points. Pour ce qui est d'avoir une meilleure coordination dans le cadre de la COP17, il y a trois aspects que j'aimerais passer en revue rapidement. Premièrement, je voudrais ou nous devrions voir comment est-ce qu'on peut avancer. Nous devons nous poser la question de savoir comment est-ce que, dans la mesure où les gouvernements prennent ces actions, mettent en œuvre ces actions décisives et nécessaires qui ont vocation à délimiter et à limiter euh, limiter les effets néfastes. Et pour ce qui est du régime foncier, j'espère vraiment qu'on pourra obtenir des résultats probants d'ici la COP ou à l'issue de la COP 17. Pour ce qui est de la société civile, il faut voir les aspects qu'il convient de tenir en compte. Euh, et pour terminer, nous avons discuté du régime foncier, des droits fonciers et de toute évidence, oui, c'est important. Euh, je pense que on a déjà abordé ici beaucoup de processus et nous, en tant qu'organisation qui travaillons au service des communautés, je pense que nous avons un potentiel de renforcement de nos rôles et de nos responsabilités vis-à-vis de nos cibles et que nous pouvons nous appuyer sur la Convention pour optimiser nos actions. Je pense qu'en termes de conseils, on fait faille à des coupes budgétaires et il est question de repenser notre collaboration, de voir comment nous coordonnons nos actions et comment est-ce que les institutions concernées peuvent rentrer dans la danse et nous aider à atteindre nos objectifs. Je pense que nous pouvons apprendre énormément des mouvements communautaires pour voir dans quelle mesure nous pouvons enraciner nos actions dans la solidarité. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, nous allons bien évidemment nous intéresser à comment aborder l'avenir, mais je pense que tu as tout à fait raison. Dans ces discussions multilatérales et ces cadres multilatéraux, nous avons besoin d'être plus engagés et nous avons besoin de disposer de plus de ressources. Donc,
Pour les communautés les plus vulnérables, les plus marginalisées, nous devons consentir à des efforts particuliers. Donc, je pense qu'il est vraiment important de bâtir des collaborations et des coopérations à l'image de ce que tu as décrit afin de pouvoir faire face aux défis et pouvoir saisir les opportunités de manière particulière et de voir dans quelle mesure surmonter ces défis. Je vais entamer le deuxième tour de questions et j'aimerais savoir, je voudrais demander à la prochaine oratrice de garder pour elle ce qu'elle a à dire pour le moment. Nous allons lui repasser la parole dans un moment. J'aimerais cependant, comme je le disais, entamer le deuxième tour de questions. J'aimerais que l'on puisse parler de ce qui, selon vous, sont les priorités de la prochaine COP des Nations Unies. Ces priorités sont-elles nouvelles ou sont-elles plus grandes en ce qui concerne le régime français, ou est-ce que vous pouvez déjà nous partager une feuille de route qui a été conçue à cet effet? Je pense que si on met en œuvre les décisions qui ont été prises, alors cela va bénéficier à toutes les communautés au service desquelles nous travaillons. Euh, L'idée pour nous est d'améliorer la relation des personnes avec la planète. Et ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes dans une position où nous nous demandons, en amont de la COP 27 et de la COP 17, de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons accompagner le fait que le régime foncier demeure une priorité. Euh, la gouvernance foncière est vraiment importante et particulièrement dans les écosystèmes couverts par la Convention. Eh bien, particulièrement pour les espaces sur lesquels la COP 17 va se focaliser. Bien évidemment, la nécessité de sécuriser les droits fonciers pour les populations autochtones, les populations pastorales est primordiale. Et je voudrais également mettre en lumière ici le fait que euh, nos- nous avons énormément de travail en amont de la COP. Nous avons également la CRIC. Nous avons des opportunités de travailler avec sur les questions de genre, sur les questions qui concernent les jeunes. Et ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Pour garantir la mise en œuvre de cette convention, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons accompagner les gouvernements qui sont dans les décisions qui sont difficiles à mettre en œuvre. Nous devons nous focaliser sur le travail qu'il faut mettre en œuvre au niveau national, au niveau international. Nous avons, grâce à la convention et au système découlant de cette convention, nous avons l'opportunité de nous serrer davantage les coudes et je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir, encore une fois au niveau national et au niveau international. Nous nous focalisons principalement sur ce processus en amont de la COP. Nous travaillons avec d'autres parties prenantes, nous identifions comment est-ce qu'on peut soulever ces priorités pendant la CRIC et l'idée de mettre à profit les opportunités qui se présentent devant nous. On a fait des progrès extraordinaires depuis la COP 15 et je pense que nous devons continuer, particulièrement pour le travail que nous faisons aux côtés des populations autochtones par rapport aux questions de régime foncier et de droits fonciers. La question ou la nécessité de mettre en place des régimes fonciers viables et capitales. L'idée de savoir comment est-ce que nous pouvons capitaliser les résultats que nous avons déjà atteints, comment est-ce qu'on peut s'inspirer des exemples de gouvernements, d'États qui ont euh, attribué la responsabilité à certains départements de mettre en œuvre la convention. Comment est-ce que nous identifions la cartographie des opportunités et la cartographie euh, de nos faiblesses et comment est-ce que on met tout cela à profit dans le cadre des négociations de la COP 17. Donc, je vais m'arrêter là et j'ai hâte d'écouter ce que les autres ont à dire. Merci beaucoup. Merci, Beth.
Laura, tu as également mentionné le fait que ce qu'on fait pour cette convention et je voudrais savoir quelles sont les opportunités que tu vois que nous pouvons saisir en termes autant pour moi de régime foncier. Est-ce que tu penses qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse tirer de la convention à cet égard? Merci, Tinley. Je pense que premièrement, comme tu l'as dit, euh, il y a trois manières d'approcher d'approcher la convention, comment opérationnaliser les défis, les lignes directrices, les décisions qui ont été mises, qui ont été prises, autant pour moi. La Convention des Nations Unies reconnaît le droit à l'accès aux terres, particulièrement pour les populations autochtones et pour d'autres cibles de la Convention. Et la Convention a également reconnu le fait que chaque pays doit soumettre un rapport concernant l'accès à la terre pour les populations autochtones. Mais ça n'a pas encore été implémenté. Je pense que la question du régime foncier est vraiment cruciale pour toutes les communautés parce que ça couvre les notions de marché du carbone, euh, d'agriculture durable, etc. Donc, je pense que certaines des choses que je mentionne ici ont déjà été abordées précédemment. Je pense que il faut vraiment renforcer la notion de régime foncier dans les autres conventions, dans les autres conventions. Euh, l'agenda du plan d'action doit être revu et et on va formuler un nouveau plan. Et je pense aussi que c'est une opportunité, même si elle est un peu ambitieuse autant pour moi. Euh, mais les indicateurs en matière de régime foncier sont stables. On voit, je pense qu'il convient d'encourager une action uniformisée au niveau national dans tous les pays membres de la Convention. Nous vous devons également voir comment est-ce qu'on peut les mettre à profit pour les femmes. Et bon, voir, il y a une initiative qui a été lancée il y a 2 ans avec le ministère allemand à l'attention des femmes et qui a produit énormément de fruits sur le terrain. Donc, avec le fait de nommer des points focaux et de déterminer des secrétariats, etc., on a pu être capable de générer des résultats probants. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je ne sais pas, j'ai une question. Pour la dernière question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Convention des Nations Unies? Premièrement, euh, je pense qu'il convient de mettre l'approche de la Convention des Nations Unies est très bonne et nous pouvons nous en inspirer. Euh, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous accorder au niveau international. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être, qu'on a pu démontrer. Et l'opérationnalisation de tout cela a fait ses preuves. Et deuxièmement, c'est le plus évident selon moi, c'est le fait qu'il y a une connaissance qui a été générée qui peut être mise à profit, mais il faut également mettre en œuvre des mesures climatiques et environnementales. Je pense que nous avons énormément à apprendre sur comment mettre en œuvre le DDGT en lien avec la Convention et cela est ressorti tout à l'heure. Donc, je pense que nous pouvons voir ce qui peut être fait, ce qui peut être réalisé dans ce cadre-là. Merci beaucoup.
Excusez-moi, je vais interrompre, rapidement. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement? C'est vraiment très difficile pour les interprètes de suivre la conversation. Je vous demande de ralentir le débit, merci. Oui, juste pour rebondir sur ce que Nell vient de dire, si tous les orateurs peuvent essayer de parler un peu plus lentement, euh, ce serait vraiment bien. Je vais également faire l'effort conscient de ralentir quand je parle. Malé, je te retourne la parole pour une dernière question. Quelles sont vos ambitions pour la COP des Nations Unies, la COP 17 des Nations Unies? Quels sont les résultats que vous attendez? Alors, mes ambitions, en lien avec ce que Laura et Beth ont dit, je pense qu'il y a déjà pas mal qui a été fait dans les espaces globaux. Et donc, si vous regardez clairement à travers l'Afrique, la mise en œuvre des décisions est un grand défi, et spécialement ceux qui sont liés avec le foncier. Un pays comme Kenya a lutté contre ces problématiques foncières depuis près de 15 ans, juste pour mettre en œuvre ces décisions. Et donc, ces décisions viennent avec beaucoup de défis. Et donc, quelles sont les ambitions? Ce serait très important qu'il y ait des réflexions sur les défis auxquels nous faisons face par rapport à la mise en œuvre des décisions, spécialement sur les questions foncières. Et l'autre chose que j'aimerais voir, c'est une approche pragmatique à cette problématique en relation à comment les terres sont liées à d'autres demandes en cours dans les autres conventions de Rio. Car à l'heure actuelle, les demandes pour la terre augmentent avec l'UNFCCC à cause de la transition juste. Et si vous regardez la CDD, c'est aussi critique par rapport à la cible 2030, 30 par 30. Il faut augmenter les zones de conservation à 30% d'ici 2030. Donc, c'est aussi une demande critique pour la terre. Et donc, si ces problématiques sur les droits fonciers et comment ils sont gouvernés sont vraiment mis en œuvre à niveau global, ça va créer beaucoup de conflits. Et pas juste des conflits par rapport aux gens, aux terres, à la faune sauvage, mais aussi sur les lois et les politiques conflictuelles. Parce que la terre est traitée comme une commodité, elle est fragmentée. Et quand on parle de la, la terre dans une approche foncière, mais qu'on la voit dans une autre loi et une autre politique, on en parle d'une autre façon. Et donc, ce serait bien qu'on ait une réflexion sur ces défis et aussi si les gouvernements, car il y a un défi énorme sur l'implémentation des gouvernements, la mise en œuvre des gouvernements pour qu'ils s'alignent dans leur politique nationale et dans leurs lois existantes sur ces décisions. Car les lois sont faites et, et donc pour moi, ce serait vraiment important car la terre va être une source de conflit maintenant et à l'avenir si les droits fonciers ne sont pas clairement définis. Et l'autre chose, une autre ambition que j'ai par rapport à la COP 17, c'est qu'on ait un meilleur espace pour les peuples autochtones, les éleveurs, pour qu'ils puissent exprimer les défis auxquels ils font face. Et ce serait très important pour que des organisations internationales nous puissent soutenir plus de peuples autochtones pour qu'ils puissent venir à ces forums et, et parler et faire entendre leur voix pour qu'il y ait plus de dialogue aussi transverse sur le foncier, pour que ces problématiques soient discutées dans un espace. Et donc, nous espérons que nos partenaires et le gouvernement puissent ouvrir ces espaces pour que les peuples autochtones et les communautés locales
puissent parler, y compris les femmes et les jeunes, pour que le gouvernement puisse parler de ces problématiques et comprendre la mission et l'importance des droits fonciers par rapport à ces problématiques globales. Donc, c'est important que, que ces personnes soient entendues pour la réalisation de leurs droits fonciers. Merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'on va parler à la prochaine partie de l'événement qui est la session de questions-réponses. Nous avons environ 20 minutes pour cette partie. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions déjà. Donc, c'est ce que je vais faire. On va prendre trois ou quatre questions en même temps et ensuite je vais les passer aux intervenants et demander à chaque intervenant de répondre soit à des questions individuelles, soit à toutes les questions. Je vais aussi leur demander de garder vos réponses assez concises et courtes, maximum 2 minutes, pour que nous ayons à peu près 2 rounds de questions-réponses. Donc, comme j'ai dit, nous aurons deux ou trois questions en même temps. Et la première question est au sujet des protocoles communautaires. Alors, c'est une question de Jacob Wanyama qui a demandé à quel niveau les concepts de protocoles communautaires ou les protocoles bioculturels ont insisté les communautés, y compris les peuples autochtones, pour sécuriser leurs droits communautaires, leurs terres communautaires, excusez-moi. Et la deuxième question, c'est par rapport aux lois en lien avec l'alimentation, si elles sont importantes quand nous parlons de la lutte contre la désertification, car il y a beaucoup de lois foncières qui viennent des gouvernances par rapport aux matériaux premiers pour l'alimentation. Et donc, est-ce que les lois en lien avec l'alimentation, elles sont-elles importantes par rapport à cette lutte? Et donc, et la troisième question, comment pouvons-nous nous engager avec les agences gouvernementales pour harmoniser et bénéficier aux communautés pour atteindre l'harmonisation et qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre cette harmonisation? Peut-être que Washi et d'autres, si vous vous sentez capable, vous pouvez répondre à ces questions. Et la quatrième question, est-ce qu'il y a des conseils manuels pour les procédures de la sécurité foncière avant d'initier la restauration et la conservation? Et pendant la phase de mise en œuvre, comment aidons-nous les bénéficiaires pour obtenir la sécurité foncière? Pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Donc voilà, ce sont les quatre questions à tous les intervenants. Vous êtes libre de choisir les questions qui vous intéressent. Il y en a un sur les protocoles communautaires, s'ils aident ou pas les communautés pour sécuriser leurs terres, l'importance ou pas des lois en lien avec l'alimentation pour combattre la désertification, comment nous engageons avec les agences gouvernementales pour atteindre l'harmonisation et la quatrième, est-ce qu'il y a des conseils sur les procédures de foncières avant de commencer la restauration et la restauration des terres? Donc, je vais passer la parole aux intervenants. Peut-être on peut commencer par vous, Beth. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous voudriez répondre brièvement? Je vais commencer avec Beth, ensuite Laura et passer ensuite la parole à Mali. Ok, merci beaucoup, Tine. Merci pour toutes ces questions. Alors, je vais parler un petit peu des protocoles communautaires. Nous avons vu beaucoup de succès sur ce genre d'efforts, des communautés organisées pour créer des billois, des protocoles. Un espace où nous avons fait ce travail, c'est au Libéria pour implémenter leurs droits, leurs lois sur les droits fonciers et pour donner le pouvoir aux femmes, pour adresser les problématiques de foncières. Je voudrais référencer le travail de Nomadi, qui ont fait un travail incroyable de créer des lignes directrices et des guides de comment les communautés peuvent créer des protocoles fonciers et pour connecter ça à des conventions environnementales. Et brièvement, je veux dire qu'une partie des questions-réponses pourrait être répondue par les lignes directrices qui ont été développées dans les dernières décisions foncières par rapport au VGT et au guide LDN que la FAO a créé et que auxquels beaucoup des membres ont contribué. Je peux mettre ça dans le chat. Et aussi une ligne directrice de prise de décision, de prise de conscience qui a été adoptée à la COP 15, qui parle de l'inclusivité et de la connectivité de ces niveaux d'action. Et je peux aussi partager ça. J'ai aussi vu une question de India
Donc, je vais mettre mon mail dans le chat si vous voulez me contacter. Nous avons du travail dans l'État de Jharkhand en travaillant avec les communautés tribales. Nous avons soutenu la mise en œuvre de la loi forestière pour la tenue équitable dans différents États de l'Inde et on travaille avec les femmes tribales dans le Jharkhand. Donc, je peux partager mon mail et je peux vous mettre en contact avec nos collègues en Inde. Et je vais passer la parole maintenant aux autres pour qu'ils puissent répondre. Merci, Beth. Laura, est-ce que vous avez des réflexions, des pensées là-dessus? Moi aussi, j'aurais référé à certaines des lignes et des guides qui ont été développés pour des perspectives pratiques et je pense que Mali aussi pourrait donner des exemples là-dessus et Docteur Lucie sur les questions en lien avec les gouvernements. Mali, alors est-ce que je peux vous passer la parole? Et Waché et Lucie, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, je vous passerai la parole après. Ok, merci beaucoup pour ces questions importantes. Je pense que la question sur les protocoles, nous avons des protocoles bioculturels et je pense que c'est ce que le docteur a mentionné par rapport aux communautés traditionnelles, comment ils gèrent leurs propres ressources. Et dans le contexte de Kenya, c'est très important car quand les communautés construisent leurs propres lois, comment ils veulent gouverner leurs propres ressources, la loi sur la terre communautaire dit que les communautés doivent gouverner leur propre terre. Et donc les protocoles biculturels aiment promouvoir les connaissances traditionnelles dans le système de gouvernance. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des cartographies bioculturelles et il y a une communauté qui est dans le tribunal qui veut qui a produit une cartographie bioculturelle qui veut l'utiliser dans le cas judiciaire pour revendiquer que ça, c'est leur terre ancestrale. Et les autres, par rapport aux guides et aux lignes directrices, nous avons développé une ligne directrice conceptuelle dans lesquelles les communautés peuvent s'engager d'une façon équitable avec ceux qui souhaitent s'engager sur leur propre terre. Et la terre, les lois foncières communautaires permettent les communautés de développer leur propre plan de gestion communautaire. Dans lequel cas, on peut dire qu'une zone est utilisée en fonction de leur propre connaissance ancestrale ou que cette zone est fortement dégradée et qu'ils sont déjà en train de faire leurs propres efforts de restauration. Donc, il y a ces lignes directrices déjà. Donc, à l'heure actuelle, nous avons soutenu 28 communautés pour avoir leur propre titularisation collective et nous avons soutenu 6 par rapport à l'utilisation des terres. Et le gouvernement a faisait partie de ces lignes directrices parce qu'il voulait avoir l'expertise pour définir les frontières et aussi les autres zones sacrées, les sites sacrés, les zones où ils veulent utiliser pour des cérémonies. Et le docteur Yama a posé cette question car nous soutenons 23 différentes communautés dans le bassin occidental pour aider l'utilisation du protocole bioculturel. Et nous espérons que ça peut être adopté par le gouvernement municipal et national comme outil de gouvernance foncière. Merci beaucoup. Washi, est-ce que vous voulez répondre à une des questions? Oui, merci, Tine. Je répondrai juste à la question par rapport à s'engager avec les agences gouvernementales et j'essaierai de présenter qu'est-ce qui a fonctionné avec TMG et aussi d'autres acteurs que j'ai vus au Kenya et comment ça peut être traduit dans tous les pays qui viennent à l'UNCCD et sur le sujet des fonciers. Et je crois que le docteur Lucie a mentionné ça déjà. La première étape, c'est d'apprécier de parler au point focal national, qui est la personne vraiment qui doit parler au niveau national. Pour les trois conventions, je pense que l'information du nom et de l'adresse mail du point focal national est trouvable sur Internet. Si vous faites une recherche Google, UNCC, Focal Point, vous devez pouvoir trouver pour chaque pays un lien avec une liste de noms et votre pays sera là et vous pourrez trouver le nom de la personne responsable. La prochaine étape, au niveau pratique, ce serait de vous rapprocher du ministère et vous devez vous garder en tête quand vous parlez au point focal, la plupart ne sont pas nominés comme étant point focal, mais ce n'est pas leur seul
responsabilités au sein du ministère, ils ont d'autres responsabilités. Et donc, cela veut dire ils aiment recevoir l'information de différentes sources. Donc, si une organisation vient et leur dit, sur la base des décisions qui ont été faites, nous pensons cela ou cela, ils sont ouverts à ce genre d'informations. Ils ont la décision finale, c'est leur responsabilité en termes de gouvernement. Et la troisième chose que je mentionnerai par rapport à s'engager avec les agences gouvernementales, c'est de profiter des plateformes multi-parties prenantes, car nous avons plusieurs niveaux d'interaction ou de relation avec les ministères nationaux. Et si vous, en tant qu'individu, n'avez peut-être pas cet accès directement à la personne ou au point focal ou avec le ministre, il y a probablement quelqu'un dans la plateforme multi-parties prenantes qui peut vous connecter à la bonne personne. Et donc, vous pouvez envoyer ces messages. Et dernièrement, sur la question d'un manuel pour guider ce travail, je voudrais mentionner qu'il y a un guide technique sur les lignes directrices volontaires en lien avec les programmes LDN qui a été développé par le secrétariat de la CLD et avec la FAO aussi et TMG. On a aussi participé au développement de ce guide technique. C'est un bon point de référence pour commencer, pour discuter de cette problématique, de comment intégrer les problématiques de foncier par rapport à la dégradation, l'industrialisation et la dégradation des terres. Merci beaucoup pour ces informations cruciales. Lucie, je voulais savoir si tu as quelque chose à partager sur ces questions. Oui, très rapidement, parce que Waché s'est exprimé comme s'il lisait ce que j'avais écrit. Euh, je, lorsque les personnes recherchent le soutien du gouvernement, euh, par exemple, avec l'exemple du CBD, comment est-ce que nous avons réussi à embarquer les parties prenantes et les différents acteurs? Euh, Nous avons conduit une consultation sur l'environnement et les personnes et les petites organisations généralement font face à des difficultés particulières. Donc, nous sommes assurés que chaque organisation savait quel était le rôle qu'elle devait jouer et que cela soit ancré, le rôle qu'elle joue soit ancré dans les accords multipartites entre les parties prenantes. Ce que nous faisons généralement, c'est que nous désignons un leader et que et c'est toujours une bonne chose que les petites organisations ou les individus sachent qui est le point focal dans leur domaine, dans leur zone, autant pour moi, qu'elles se mettent en contact avec cette personne et qu'elles puissent ensemble coordonner le travail. Après, il y a des questions logistiques qui s'accompagnent de tout ça. Et nous savons que les petites entités, et je les qualifie de petites entités avec tout le respect qui leur est dû, ces petites entités conduisent les personnes qui travaillent sur le terrain, qui les accompagnent dans le travail qu'elles doivent réaliser. Et le fait d'entrer en contact avec le point focal donne un cadre justement à leurs activités. Merci beaucoup. Je vais prendre encore 4 questions. Et malheureusement, il faudrait que nous passions directement à la cérémonie de clôture de notre session parce que je voudrais donner la parole à tout le monde. Pour cette prochaine session de questions-réponses, je voudrais que ceux qui n'ont pas encore pris la parole le fassent. Ma prochaine question, la question numéro 5, c'est euh, les décisions de la Convention de l'Union européenne concernant ces décisions. Dans quelle mesure est-ce qu'elles sont mises en œuvre dans les pays membres de la Convention, notamment dans les pays en développement? Je sais, je m'adresse aux pays en développement aussi bien qu'aux pays industrialisés. Il y a 2 questions qui s'adressent aux autorités. J'ai certaines autorités traditionnelles euh, estiment que les points de vue des autorités traditionnelles, particulièrement en Afrique, ne sont pas souvent euh, mis en œuvre complètement. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Par quoi est-ce qu'on explique ce phénomène et comment est-ce qu'on peut y remédier? Comment est-ce qu'on peut orienter les préoccupations en matière de régime foncier et de politique en rapport avec le foncier. Alors ensuite, il y a 2 questions en rapport avec la terre, notamment la dégradation de la terre et la gouvernance foncière. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces deux
ces deux conseils pour lutter contre la dégradation des terres. Et ma dernière question, c'est lorsqu'on parle de la mise en œuvre, euh, est-ce qu'il y a des exemples de gouvernements qui ont qui ont procédé à des ajustements légaux pour remédier à la question du patriarcat dans le cadre de l'accès à la terre, pour faciliter l'accès aux terres pour les femmes? C'était ma dernière question. Je vais commencer par Malé, ensuite Laura, ensuite Waché et Lucie pour terminer, si ça vous convient. Malé, nous aimerions avoir votre point de vue rapidement sur ces questions. Alors, moi, je vais me pencher sur l'inclusion des femmes. Je pense que initialement, on avait des femmes qui étaient titulaires de leur propre terre dont elles avaient hérité de leurs parents. Mais ça c'est pour la loi traditionnelle ou la loi coutumière. Maintenant, il existe dans notre pays un registre de propriété foncière qui est en lien avec la nouvelle loi. Je peux citer l'exemple de cette communauté au sud du Kenya. Et on a des hommes et des femmes qui ont reçu des terres. Et ça s'est produit dans une communauté autochtone. Et au Kenya, donc nous avons une loi très progressiste qui garantit l'accès à la terre indépendamment du sexe. Maintenant, pour ce qui est des chefs traditionnels, les décisions des chefs traditionnels ne sont pas souvent reconnues par la loi. Elles sont reconnues par la loi coutumière, mais pas par la loi qui est mise en œuvre par le gouvernement. Donc, les décisions qu'ils prennent au niveau du foncier, euh, non, autant pour moi, c'est le contraire. Les décisions qui sont prises au niveau du foncier par les chefs traditionnels pèsent de tout leur poids. Euh, dans la mesure où nous évoluons dans des sociétés patriarcales, les leaders traditionnels, les chefs traditionnels sont souvent des hommes et les décisions qu'ils prennent sont souvent basées sur les connaissances traditionnelles qu'ils ont de leurs coutumes et elles, elles pèsent de tout leur poids, comme je l'ai dit. Les chefs traditionnels s'assurent ou garantissent la gestion appropriée des terres qui sont sous leur chefferie. Mais la connaissance traditionnelle n'est pas au-dessus des lois. Il faut donc, en fait, reconnaître l'envergure des lois coutumières. Je pense que c'est un défi qui peut être surmonté. Et je laisse la parole aux autres personnes pour répondre aux deux autres questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Beth. Oui, je voulais revenir sur le fait que au cours des 30 dernières années, on a vu beaucoup de pays à travers différentes régions mettre en œuvre des nouvelles lois, mettre en œuvre des garanties constitutionnelles pour les femmes en ce qui concerne l'accès à la terre. On a vu la reconnaissance des droits autochtones. Énormément de progrès ont été réalisés dans ce cadre. Et aujourd'hui, il y a un énorme fossé entre ces droits légaux et ce que nous voyons dans la pratique, dans le contexte de systèmes coutumiers qui résultent de normes patriarcales, etc. Et l'objectif de Stand for Land est de travailler avec les femmes leaders, les organisations de la société civile nationale pour combler ce fossé entre les normes que nous voyons au niveau global, international, national et régional, dont nous identifions le besoin de contextualiser des approches spécifiques pour garantir les droits fonciers des femmes. Et j'ai vu une question qui a été posée par un collègue de la FAO
par rapport aux analyses des genres. Ce sont des analyses qui sont importantes. C'est parce que de toutes les façons, les relations hommes-femmes sont cruciales dans les questions que nous abordons. Et il y a des questions coutumières, des questions religieuses, et il faut prendre tous ces aspects en compte pour savoir comment est-ce qu'on peut conduire des actions qui vont effectivement profiter aux femmes. La garantie de la sécurité foncière est un objectif en soi. Et je voulais également répondre rapidement à la question à la question sur l'intégration euh, de certains aspects dans la mise en œuvre de la Convention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Laura. Beth, pardon. Laura, vous prendrez la parole prochainement. Et Laura, si vous pouvez rapidement aborder la, les, aborder la question de savoir si les décisions de la Convention des Nations Unies sont applicables dans tous les pays. Oui, bien sûr. C'est une question très pertinente. Les questions auxquelles nous faisons face au niveau de la Convention sont plurielles et on ne peut plus l'ignorer. Cela dit, la Convention des Nations Unies fait une différence entre les différentes parties et c'est important de savoir quelle posture les différents pays adoptent dans ce contexte, comment ils se perçoivent, mais dans la mesure où nous sommes pris par le temps, je vais m'arrêter ici. Waché, je vais répondre à la question sur comment est-ce qu'on met en relation les questions coutumières et les questions légales en lien avec le régime foncier. Très rapidement, le principe directeur qui explique pourquoi est-ce que nous connectons ces deux principes, c'est que pour garantir les droits fonciers, il, f- il faut mettre en place des pratiques d'exploitation de la terre qui soient durables et renforcer les efforts pour atteindre la neutralité foncière. Ce sont des efforts qui ont été consentis par TMC et par d'autres organisations. Donc, ce que vous voulez faire là, c'est essayer d'assurer que nous n'atteignions pas la neutralité foncière aux dépens de communautés qui dépendent de la terre. Maintenant, qu'est-ce que cela voudrait dire au niveau international? Ça voudrait dire que chaque pays doit s'intéresser au plan et au programme de restauration de la terre et aux questions foncières dans les zones rurales et identifier comment est-ce que les droits fonciers peuvent être reconnus et documentés et voir également au sein des communautés comment mettre en œuvre des pratiques d'exploitation de la terre qui soient durables. Il y a énormément donc à ce sujet d'analyse à conduire. Je pense que il s'agit là d'un processus qui est continu. C'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain et que nous allons laisser là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Là, on vous passe la parole pour un mot final. Merci beaucoup. Je pense que je vous, pour ce qui est des chefs traditionnels, je pense que cela se gère au niveau du gouvernement national pour embarquer les leaders traditionnels. De ce fait, la convention au niveau des différents ministères, des différents points focaux, euh, pourra être mise en œuvre, y compris par les leaders traditionnels. Lorsque quelque chose n'a pas été défini au niveau du Parlement ou au niveau national, tout le reste peut être remis en question. Nous ne devons pas avoir des zones fragmentées ou des espaces fragmentés où on a d'un côté le droit romain qui est mis ou le droit légal qui est mis en œuvre et d'un autre côté euh, le droit coutumier. Pour ce qui est des femmes, je suis d'accord avec ce que Maria a dit. Nous n'entendons pas du tout le locuteur. Il semble avoir des problèmes de connexion.
Donc, cela veut dire que même si nous avons des plans stratégiques, nous allons toujours faire face à des défis. Quand on, quand on parle de l'inclusion des femmes, je pense qu'il faut en fait aller au-delà et voir quels sont les aspects qui pourraient compléter notre approche. Mais en termes d'organisation de la société civile. Elles ont réalisé un travail extraordinaire en matière de sensibilisation. Et je pense qu'une fois que la politique a été mise en œuvre, il faut aller plus loin pour la mise en œuvre. Je sais que les ressources sont un réel problème, mais nous avons l'opportunité, nous avons la capacité de conduire ces actions. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Nous devons mettre un terme à la session de questions-réponses. Si nous n'avons pas pu prendre vos questions, nous sommes vraiment désolés, mais je sais que certains des orateurs, ou tous les orateurs d'ailleurs, ont partagé leurs emails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Je voudrais que nous applaudissions virtuellement pour nos orateurs et on va passer la parole à chacun d'entre eux pour leur mot de clôture. Frédérica, désolée, je vous demande de rester un peu plus longtemps. Euh, Merci à tous les participants qui se sont connectés du monde entier. Ce sujet est vraiment très intéressant. Au cours de la dernière heure, nous avons vraiment euh, nous avons abordé les questions de restauration foncière qui, selon moi, est très important dans le contexte de l'agenda climatique. Je pense que UNCCD fait vraiment le nécessaire pour mettre en œuvre la Convention des Nations Unies et les décisions qui en découlent. Et bien entendu, nous avons également entendu la mise en œuvre des décisions. Nous avons entendu que ça demeure un défi de mettre en œuvre les décisions de la Convention des Nations Unies. Nous avons écouté des bons exemples de comment l'implémentation des décisions fonctionne, quel genre de changement est possible. Et donc, je crois vraiment, et je crois que ça a été démontré aujourd'hui, qu'il y a vraiment une valeur ajoutée importante des décisions sur le régime foncier. Et j'encouragerais beaucoup dans la communauté des droits fonciers d'en faire plus ou un meilleur usage de cette décision. Je pense que c'est très important pour nous d'avancer là-dessus. Donc, quelles sont les prochaines étapes? J'ai été très inspiré des perspectives de tous les intervenants par rapport au deuxième round que nous avons eu sur les discussions et quand nous avons parlé des questions, des visions concrètes. Et donc, écoutez vos retours spécifiques et vos visions concrètes que vous avez pour la COP17 qui aura lieu en août 2026 en Mongolie. Je pense que c'est très important et bête, comme vous l'avez mentionné, notre travail et ce processus doit commencer avant la COP. Et donc, nous devons vraiment commencer maintenant. Et donc, avec ce webinaire, nous voulions démarrer cette discussion pour que ce groupe identifie des processus collaborateurs. Donc, trois étapes brièves de comment nous pensons qu'on devrait aller de l'avant de maintenant jusqu'à la COP17. Et je pense que peut-être ça manque un petit peu euh, par rapport au groupe de la COPSEV, du groupe sur les droits fonciers. Nous sommes en train d'informer des nouvelles décisions, une meilleure mise en œuvre des décisions existantes en s'alignant avec le message au travers les organisations et les régions. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous voudrions construire. Et j'ai aussi partagé un lien dans le chat où vous pouvez vous enregistrer. Nous pouvons partager plus d'informations avec vous et de comment nous pouvons coordonner cela. Et je pense que ce qui est très clair durant le webinaire, c'était comment nous travaillons ensemble pour avancer la mise en œuvre des décisions sur le foncier au niveau national.
Et merci aussi au docteur Lucie pour avoir souligné cela, s'engager avec les négociateurs et les points focaux nationaux avant la COP, c'est très crucial et c'est possible. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur de faire cela pour vraiment mettre ces décisions importantes de l'avant pour qu'on puisse en profiter. Il y a vraiment des opportunités importantes à l'heure actuelle pour les plans qui soient adoptés par les pays. Donc, il y a des opportunités pour s'engager là-dessus. Et troisièmement et dernièrement, je dirais que nous devrions partager nos différentes approches communes et notre recherche, nos événements futurs. Et je crois qu'il y a des plateformes existantes, bon, Beth l'a mentionné, comme le UNCCD, le panel SO, le panel des femmes du UNCCD. Si ce sont des plateformes existantes où la communauté foncière peut communiquer, faire entendre leur voix. Il y a aussi le site du Land Portal qui est dédié à cela et où on peut partager plus d'informations. Donc, je pense que ce sont des points d'entrée, des bons points d'entrée où nous pouvons coordonner, collaborer. Et donc, en gardant cela en tête, merci à tous. J'ai vraiment ravi et hâte de voir les prochaines étapes pour pouvoir continuer à s'engager dans ces discussions à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour avoir décrit un peu les prochaines étapes. Cela va clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Nous aimerions remercier tous nos intervenants et bien sûr vous aussi, le public, pour votre participation. Nous aimerions aussi partager nos hôtes, TMG, le think tank pour la durabilité et la Fondation Land Portal et pour le soutien financier fourni par le ministère pour la coopération économique et le développement en Allemagne, le BMC. Merci beaucoup à tous. Passez un super après-midi, une bonne soirée ou